maintenant, vous vous êtes mis d'accord ensemble et vous avez bien fait. Je vais donc demander au professeur Marina Walter, qui est de Genève, qui a pris le TGV là, qui marchait visiblement, pour nous traiter en définitive l'expertise des mineurs à Genève. Merci beaucoup, madame, d'être ici. Bonjour à tous. Je tiens juste à préciser, je suis médecin docteur, mais pas professeur. Mais voilà. Je m'appelle Marina Walter Menzinger. Effectivement, je viens de Genève, en Suisse. Et je suis responsable des expertises des mineurs depuis 2012. Et je suis dans le métier depuis 2006 à faire des expertises. Donc. Bon, d'abord, c'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je tiens à vous remercier ceux qui m'ont invité, et Monsieur Lopez, Monsieur Berger, Monsieur Hervé, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de venir partager ses connaissances et ses compétences avec nos voisins et de voir un petit peu les pratiques. Et j'ai été très impressionnée ce matin de la qualité de toutes les interventions et quand même la chance que vous avez d'avoir des personnes comme celle-là qui se battent pour l'intérêt de l'enfant. Moi, on m'a demandé de vous parler un peu plus de l'expertise et de la manière dont on mène une expertise. Alors, il est vrai que je suis très loin de ce que vous faites, dans le sens qu'une expertise, et je vais le dire d'emblée, nous prend entre 50 et 60 heures et coûte dans les 8 000 à 9 000 euros. Comme ça, on pose le cadre. Donc, on n'est pas dans une expertise sur une journée à 1 000 euros, mais on est bel et bien sur un travail de longue haleine. Et je vais rebondir sur la notion du temps et des comportements violents chez les mineurs délinquants. Nous, on a un lieu qui s'appelle La Clairière où on met ce type de mineurs. En général, je refuse d'intervenir le premier mois parce que le premier mois est le mois d'adaptation du jeune dans un milieu fermé qu'il n'a pas l'habitude, qui va mettre en lumière certains symptômes. Mais après un mois, normalement, le jeune se pose et va, à ce moment-là, émerger, on va dire, s'il y a une pathologie, la pathologie. Donc, ce n'est qu'à partir du deuxième mois qu'on ira voir le jeune. Après, on a une contrainte, c'est qu'on n'a que 3 mois en tout pour voir le jeune. Donc, ça veut dire que là, en 6 semaines, il faut qu'on fasse notre travail. Ce qui vous paraît peut-être très long, mais ce qui pour nous est très court parce que la temporalité chez ces jeunes délinquants est importante et l'évolution, malgré tout, est nécessaire. Et sur 6 semaines, je confirme, on peut voir un changement et on peut se tromper dans les diagnostics si on est trop précoce. Dans les mesures où on met un jeune en milieu fermé, hein, et on est bien d'accord. Hein. Donc, ce que je vais faire cet après-midi dans le temps que j'ai, c'est parler plus précisément des expertises civiles. Donc, on va sortir du champ de la parole de l'enfant dans les expertises de crédibilité et du recueil de cette parole qui, je pense, a été beaucoup développée ce matin. Je vais me centrer plus sur l'expertise civile. À Genève, je suis nulle dans les chiffres, donc je ne vais pas vous dire combien on est d'habitants, mais il y a 3000 dossiers traités par les tribunaux civils. Et sur ces 3000 dossiers, il n'y a que, entre guillemets, 50 expertises civiles demandées par année dans notre unité. On recense toutes les expertises, donc effectivement, c'est le chiffre de toutes les expertises. Ce qui est très peu, donc, par rapport à 3000 dossiers d'enfants en protection de l'enfant et en divorce. Du coup, on a vraiment affaire à des familles les plus conflictuelles, les plus difficiles, où toutes les mesures déjà mises en place n'ont pas pu permettre une évolution favorable, avec un juge qui se pose encore la question, est-ce que l'enfant est en danger ou pas? Et s'il devait être en danger, qu'est-ce qu'il faudrait alors lui proposer? Il y a des expertises où le mineur est déjà placé en foyer, hein, et donc là, on va devoir plutôt évaluer la reprise du lien, et est-ce que c'est possible qu'il y ait cette reprise du lien? Je vais peut-être ici quand même rebondir aussi sur ce que le juge Durand a dit ce matin, qui pour moi est plus que d'actualité aujourd'hui, qui est la notion de courage et la notion de défendre ce métier. C'est un métier difficile qui demande beaucoup de connaissances et de compétences, une assise et savoir parler. Être en audience devant un juge et des avocats qui vous démolissent, et c'est leur but, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas compétent et si vous ne connaissez pas votre dossier, vous mettez en échec la protection de l'enfant. Et ça, vous en êtes responsable. Donc moi, je pense que ce métier nécessite une réelle formation. Et du coup, en Suisse,
On est le premier pays européen à offrir en fait un titre qui s'appelle, alors chez nous on appelle ça, vous savez la Suisse, il y a 3 langues, enfin 4 si on veut bien. Les Suisses allemands sont très présents, donc ça s'appelle un Schwerpunkt, mais en fait en français ça veut dire une formation approfondie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on obtient son titre de médecin spécialiste en psychiatrie, psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, qui prend quand même 6 ans chez nous pour l'obtenir, on doit encore faire 2 ans dans la spécialité avec un certain nombre de crédits par rapport à la théorie, avoir fait au minimum 10 expertises en tout de famille, avoir mené des thérapies forensiques pour les mineurs et avoir des supervisions. Quand on a pu faire tout ça et valider tous ces éléments, on obtient un titre supplémentaire qui est un spécialiste en psychiatrie, psychothérapie forensique de l'enfant et de l'adolescent. Et il existe depuis le 1er janvier 2014. Bon, ça commence à dater, maintenant ça fait 4 ans, mais c'est assez récent et ce titre-là n'existe pas encore dans les autres pays limitrophes. Donc, juste, mais tout ça, vous connaissez, je vais aller très vite dessus, mais en gros, quand on reçoit une expertise, il faut évidemment nommer l'expert. Alors, j'ai entendu que parfois, chez vous, c'est l'expert unique dans le civil. En fait, nous, on peut déléguer toute ou partie de notre expertise à des collègues. Aujourd'hui, j'ai la pratique en expertise civile de ne le faire qu'en co-expertise, minimum 2. Parce que justement, comme je vous ai dit, c'est lourd, il faut porter. Quand vous êtes convaincu qu'un enfant est maltraité, qu'il y a des allégations d'agression sexuelle ou physique et qu'on entre dans le domaine de la fausse allégation, ben oui, il faut pouvoir tenir le coup et confirmer nos observations. Et ça demande quand même passablement de connaissances à ce niveau-là et ne pas être seul. Donc on fait toutes les expertises à 2. On ne fait pas tous les entretiens à 2, évidemment. Il y a un expert qui fera la majorité du travail, mais tous les entretiens entre parents et enfants se feront à 2. Et aujourd'hui, ils sont filmés. Comme ça, on a en plus la possibilité de revisionner ce qu'on a pu voir avec l'autorisation de la justice. Il faut savoir que le droit de la famille est extrêmement protégé. Le recours à la vidéo est très compliqué, mais j'ai pu discuter avec les magistrats et ils ont été d'accord que je puisse filmer ces entretiens à condition qu'à la fin de l'expertise, un peu comme nos notes personnelles soient détruites pour que justement il n'y ait pas un avocat qui ait la bonne idée d'utiliser ce matériel contre l'autre, etc. Alors ensuite, il faut nommer les personnes évidemment qu'on doit expertiser. On a la possibilité de contacter toute personne utile. Cette phrase est extrêmement importante parce que si vous voulez appeler la grand-mère, le grand-père, l'oncle, la tante, parfois c'est nécessaire. Parfois les parents s'y opposent. Donc si c'est écrit dans la mission, ben, au moins vous leur montrez la mission et vous dites ben, je peux le faire. On peut déléguer la possibilité de demander des tests complémentaires. Moi, je suis médecin. Une partie des tests, je les délègue à des collègues psychologues, que ce soit effectivement le Brunellesine. On a une collègue qui est formée maintenant. Le QI, des tests projectifs. C'est important de pouvoir avoir l'accord dès le départ des juges pour ne pas perdre de temps, pour pas qu'on ait encore besoin d'argumenter. En fait, en sous-jacent, pourquoi c'est un souci, c'est que ça coûte, tout coûte. Donc, dès que vous demandez des tests complémentaires, il faut qu'on soit d'accord que ce soit pris en charge. Mais ça, c'est accepté dès le départ. Bon, il faut définir la mission avec des questions. Le délai, une expertise chez nous de civil prend 4 mois. Le coût, je vous en ai parlé, hein, c'est entre 8 et 10 000 euros. Et puis, la possibilité de déléguer. Alors, quelles devraient être les qualités de l'expert? On vous en a déjà donné un peu des exemples, enfin, on vous en a parlé déjà juste maintenant. Je vais vous donner en tout cas ce que moi je pense. Donc, évidemment que la qualité de l'expertise va complètement dépendre des compétences de l'expert. Du coup, une expertise de famille qui implique des enfants, évidemment que le minimum, c'est que la personne qui fera l'expertise soit compétente dans le champ de l'enfant et de l'adolescent, mais évidemment d'un point de vue psychothérapeutique, pas connaître le développement de l'enfant sur une méthode théorique, mais de pouvoir le pratiquer et d'avoir sa propre pratique. Oui, je ne vous ai peut-être pas tellement dit, moi je suis donc responsable des expertises, mais j'ai un 20% de consultations tout venant. Bon, mon identité fait que malheureusement j'ai que des familles maltraitantes, etc. Mais enfin c'est du tout venant quand même. Et je suis aussi consultante dans un centre de détention fermé pour mineurs délinquants en Valais. Donc voilà, j'essaye d'avoir aussi ma place sur le réseau et de ne pas être que du champ de l'expertise. Et ça, c'est une autre importance, c'est que l'expert ne soit pas que expert, parce que je pense qu'on perd aussi un petit peu le nord quand on fait que ça. Il faut être compétent pour poser un diagnostic parental et de l'enfant. Et pour ce faire, il y a la nécessité d'avoir en tout cas un médecin qui, à un moment donné ou à un autre, puisse valider le diagnostic et avoir des connaissances dans le champ forensique, donc médico-légal. Les qualités de l'expert sont évidemment une qualité d'écoute,
une qualité d'empathie, mais la fameuse qualité de confrontation. Alors la confrontation, c'est ce que M. Berger vient d'un petit peu vous expliquer. On reçoit les parents séparément, on les voit l'un après l'autre, et inutile de dire que les versions sont souvent divergentes, voire rien à voir entre elles. Et il y a des informations qui vont vous donner typiquement la violence conjugale non reconnue. Je ne parle pas des violences conjugales reconnues par le pénal, mais dans celles où ce n'est pas reconnu, et là, il est important de pouvoir confronter l'autre parent ou dire. Ça ne veut pas dire que vous le croyez, ça ne veut pas dire que vous le défendez, ça ne veut pas dire que vous êtes le juge, mais vous avez besoin de connaître la position de chaque parent. Après, selon le diagnostic que vous aurez porté à chaque parent, vous l'intégrerez dans le fonctionnement du parent en question. Et est-ce que c'est effectivement une histoire de violence conjugale ou pas? Vous savez comme moi que quand il y a des conflits parentaux sévères, il y a toujours dans ce couple, il y a souvent dans ce couple énormément de violence. Mais cette violence, elle peut être totalement générée par le couple lui-même. Et j'ai été frappée de voir quand même que ce couple, il se sépare, il retrouve d'autres compagnons, on rencontre ses compagnons, et il n'y a plus cette même violence. Mais souvent, c'est quand il s'agit de troubles de la personnalité de type borderline, et puis de l'autre côté, un antisocial ou un narcissique. Ça fait une jolie bombe, les deux l'un ensemble, et c'est vrai que dans la majorité des situations, les deux décrivent de la violence, mais les deux sont partenaires de cette violence, l'un par sa parole, l'autre par ses gestes. Donc finalement, l'intérêt là n'est pas de savoir lequel est le plus victime ou le plus auteur, puisque ce n'est pas du tout mon but, mais comment là-dedans l'enfant n'est pas protégé, comment l'enfant là-dedans est pris, et quel est l'enjeu pour cet enfant d'avoir participé et être témoin de ce qui s'est passé entre ses deux parents. Parce qu'une fois séparés, ces deux parents peuvent peut-être quand même avoir une fonctionnalité et des compétences, et ça, il faut pouvoir aussi le reconnaître. Bon, la neutralité, évidemment, l'impartialité. Avoir des bonnes connaissances en psychopathologie du développement de l'enfant, de l'adolescent, mais également de l'adulte. Et puis avoir cette fameuse bonne connaissance psychojudiciaire. On ne peut pas ne pas connaître un minimum la loi, ce que nous dit la loi et ce qu'elle représente par rapport à ces situations. Il faut prendre position. Ça, de nouveau, c'est ce que je disais en préambule de ma présentation. Prendre position, c'est assumer ce que vous dites. Ne pas dire oui, peut-être, il me semble, c'est possible, attendez, je suis plus si sûre, c'est fini. Je veux dire, là, toute votre crédibilité, elle est out, et l'avocat va se faire un malin plaisir de continuer à vous enfoncer 3 fois plus, et c'est fini. Je pense que vous devez assumer ce que vous avez écrit et être assez clair. Si vous pensez qu'en revanche, on vous emmène sur un chemin où vous n'êtes pas aussi sûr, vous dites stop, là, je n'ai pas à dire, je n'ai pas évalué, je ne peux pas faire. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire je ne sais pas, et vous avez le droit de recentrer le débat. Mais vous devez assumer ce que vous dites et ce que vous écrivez surtout. Préconisation de mesures pour la sécurité du développement du mineur, tant sur le plan physique que psychique. Je pense que M. Berger vient de vous le démontrer. Je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est ça le but. Et le problème, c'est que quand vous êtes le défenseur de l'intérêt de l'enfant, vous n'êtes pas le défenseur de l'intérêt de la famille. Et ce matin, ça a été bien dit, Madame Créoff l'a repris, pas seulement d'ailleurs, à travers tous les exposés de la matinée. C'est un vrai souci. Quand vous défendez l'intérêt de l'enfant, vous pouvez vous mettre à dos les éducateurs, les sociaux, les judiciaires, un peu tout le monde. Mon plus grand travail, c'est de travailler en réseau. Et je garde, pour ma part, la croyance que je peux faire ce métier que si je suis toujours en lien avec mes collaborateurs, enfin collaborateurs entre guillemets, mais les personnes qui travaillent sur le terrain, et je vais à la rencontre de ces gens, des éducateurs, des directeurs de foyers, etc. Parce que sinon, on va continuer à avoir des discours parallèles qui disent tous protéger l'intérêt de l'enfant, mais dont on ne se comprend pas. Ce matin, ça a été très bien dit, on ne parle pas le même langage, on ne s'entend pas, on s'écoute, mais on ne se comprend pas. Et ça, pour moi, c'est la vraie perte de l'intérêt de la défense des droits de l'enfant. Alors voilà, je ne fais pas que du civil, on a majoritairement du civil, comme je vous disais, une 50aine. On fait du pénal, mais finalement c'est très peu, sur Genève en tout cas. Le tribunal des mineurs, c'est pour les mineurs délinquants, on en a maximum 10 par année. Faut savoir qu'on fait des expertises que quand vraiment le délit est grave, homicide de meurtre, lésion corporelle grave, ou alors la fameuse patate chaude à 17 ans, dont plus personne ne sait quoi faire, dont plus personne ne sait dans quel foyer il faut le mettre. Alors est-ce que ce ne serait pas le moment de le mettre dans un milieu fermé, parce que seule une expertise peut indiquer un milieu fermé. Il y a les expertises de crédibilité. Faut savoir qu'on en a maximum 5 par année, donc c'est aussi peu. Et puis, en assurance, en fait, j'ai eu une fois une demande, mais en gros, c'est très rare, voire inexistant, en tout cas chez les mineurs.
J'ai commencé à quelle heure? Enfin, j'ai jusqu'à quelle heure? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, comment se déroule une expertise? Tout d'abord, il est fondamental d'avoir le dossier judiciaire, de le lire. Personnellement, je ne le lis pas en entier correctement avant d'avoir rencontré les parents, parce que ça va induire chez moi un regard qui risque de ne pas être neutre. Donc, je sais quand même pourquoi, on va dire, ils sont en expertise. J'ai une vague idée du conflit, mais je ne vais pas aller lire le dossier. Pour la raison que je viens de vous donner, mais également parce que vous pouvez le lire, mais ne pas le retenir, parce que ça ne vous dira rien, parce que vous ne connaissez pas ces gens, puis parce que vous n'allez pas comprendre les nuances que chacun a voulu y mettre. Donc ce dossier judiciaire, il faudra le lire en revanche correctement une fois que vous aurez rencontré chaque parent et que vous vous êtes fait déjà une idée de leur fonctionnement et du conflit qui est entre eux, pour pouvoir ensuite aussi les confronter éventuellement à des éléments du dossier. Comme je vous ai dit, on va rencontrer chaque expertisé, père, mère, enfant, mais également le fameux entretien parent-enfant, j'y reviendrai un peu plus. Les entretiens téléphoniques avec le réseau Les Professionnels, consulter les dossiers médicaux et sociaux, c'est aussi extrêmement important d'avoir une bonne connaissance du parcours de la personne. Est-ce qu'elle a déjà été vue par un logopédiste, par la psychomotricité? Est-ce qu'il y a déjà eu des psychothérapies? Est-ce qu'il est en scolarité spécialisée, etc. Il faut bien connaître le parcours d'un enfant pour aussi se faire une représentation de l'impact éventuel qu'il aurait pu subir de la maltraitance, s'il y en a une environnante. Maintenant, certains de ces dossiers, en particulier médicaux, vous ne pouvez pas les obtenir si vous n'avez pas obtenu des parents et de l'enfant en capacité de discernement, la levée du secret professionnel. Mais ça, je pense que vous connaissez, je ne vais pas en parler plus que ça. Donc en expertise civile, pour moi, le champ de l'expertise, finalement, il a 4 axes. L'enfant, son développement, ses besoins, son fonctionnement, et donc lui poser un diagnostic. Alors nous, on se réfère à la CIM-10, et j'aime bien parce qu'il y a les fameux 5 axes. L'axe 1, c'est les troubles psy. L'axe 2, c'est les troubles liés au QI, pour faire simple. L'axe 3, c'est les difficultés scolaires. Est-ce qu'il y a un retard au niveau des apprentissages scolaires, etc. L'axe 4, c'est toute comorbidité. Et l'axe 5, c'est l'environnement. Est-ce qu'il y a un impact? Et l'axe 5, on l'écrit souvent, en particulier dans les conflits parentaux et les conflits de loyauté sévères. Et on note que souvent, ces enfants sont dans un environnement avec un parent qui a un trouble mental, par exemple, qui peut faire que l'enfant est mis à mal. Pareil pour le parent, on va devoir évaluer. C'est une question qui nous est posée par les juges. On doit poser un diagnostic au parent. Est-ce qu'il a une maladie psychiatrique? Est-ce qu'il a un trouble de la personnalité? Est-ce qu'il a des addictions? Après, le cœur, pour moi, de l'expertise, c'est d'évaluer les compétences parentales, la coparentalité, le conflit du couple et la loyauté de l'enfant. Et évidemment, c'est l'intérêt affectif et matériel du mineur qui doit guider le raisonnement de l'expert. C'est pas tout de le dire, il faut vraiment le faire. Et comme je vous disais, c'est pas l'autre jour dans une audience, un avocat n'arrêtait pas de me demander de répéter en quoi cette maman ne pouvait pas garder son enfant et que quand même c'était difficile, alors que cet enfant est placé depuis sa naissance et qu'aujourd'hui il a 13 mois, d'entendre que peut-être elle ne pourra pas récupérer jamais la garde de son enfant, mais qu'il devra aller en famille d'accueil. À la 3e fois où j'explique que cette maman a un trouble psychotique, qu'elle est par moments désorganisée, qu'elle a vraiment un fonctionnement qui est dangereux pour son enfant et on l'a développé dans la relation parent-enfant en quoi, et ben là la maman n'a plus supporté, a commencé à crier dans le tribunal, à menacer le juge, à me menacer, et là la juge a dû demander de sortir à cette personne, elle a refusé, son avocate lui a demandé, elle a refusé, on a dû appeler la sécurité. Alors voilà, c'est des mots, c'est des menaces, elle n'était pas dans l'acting physique, mais voilà, on en arrive aussi parfois. Et à cette avocate, juste avant, je venais de lui dire, moi je ne suis pas là pour défendre les intérêts de votre cliente, je suis là pour défendre l'intérêt de cet enfant, de cette dame, et c'est sûr que nos objectifs sont différents. Mais le problème, c'est que c'est mal entendu. Bon, les outils, finalement, prioritairement, c'est vos connaissances cliniques, c'est les entretiens cliniques, c'est l'observation de la relation parent-enfant. Il arrive que nous allions à domicile. Alors, on va à domicile quand on a des familles nombreuses. Ça, c'est certain. Quand je dis nombreuses, c'est plus que 3 enfants. C'est un moment
clé où, si on avait le temps, je pense que j'irais tout le temps à domicile. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Mais ça vous donne un nombre de réponses incroyables, ne serait-ce que dans quel lit dort l'enfant, des choses qu'ils ne vont jamais vous dire si vous n'y allez pas. Enfin, c'est-à-dire, ils vont vous dire qu'ils ont leur chambre, qu'ils dorment là, puis eux, ils ont leur chambre. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Et à peu près chaque fois que je suis allée à domicile, il y a évidemment des choses qui vous sont révélées et que vous n'avez pas, que si vous n'y êtes pas. Si vous avez des suspicions de... J'avais une famille psychotique, mais voilà, avec les défenses psychotiques, c'était pas clair. Et d'aller à domicile, vous vous trompez pas. Hein, je veux dire, l'appartement est vide, dans la cuisine, tout est rangé. Il y avait que des chips, que des pâtes, enfin, très obsessionnel comme ça. Bon voilà, vous savez ce qu'il en est. J'ai pas été entre guillemets reçue, c'est-à-dire on vous offre pas à boire, on vous offre rien, tout va avec et rien que ça c'est extrêmement utile et nécessaire pour pouvoir appuyer après vos observations et ce que vous pensez. Bon, la fameuse demande des tests psychologiques, on en a déjà parlé. L'entretien avec les tiers, c'est nous qui décidons, ce n'est pas ni les parents ni le juge, ça alors c'est clair et net. C'est-à-dire que parfois on veut à tout prix que nous rencontrions la grand-mère parce que je ne sais pas quoi. Si cette grand-mère n'a pas un lien affectif avec l'enfant, qu'elle ne le garde pas régulièrement, mais qu'elle est là pour défendre son enfance, enfin donc qu'elle est le parent, non, je ne vais pas aller rencontrer cette grand-mère parce que d'abord je vais y perdre ma neutralité et puis après je vais être influencée, etc. Il faut savoir pourquoi vous rencontrez les gens, quels sont vos objectifs et à quoi ça sert. Sinon, c'est vous qui allez être manipulé et franchement, des fois, on y perd son latin. Bon, enfin, les fameux entretiens téléphoniques et l'entretien de restitution, je vais vous en dire 2 mots. L'évaluation de l'enfant, je vous laisse la diapo, elle est magnifique, mais M. Berger a tout dit ce qu'il fallait. Hop. L'évaluation du parent, en gros, il y a 3 axes. L'individu, comme on en a parlé, le couple conjugal et le couple parental. Et il faut être au clair de ce qu'on évalue, à quel moment et pourquoi. C'est pas pareil que de se faire une idée du fonctionnement psy du parent, qu'ensuite voir quelle était la dynamique dans ce couple conjugal, puis comme parent. Et ces axes-là, c'est ceux-là qui vont déterminer aussi la manière dont vous allez vous positionner. Le couple conjugal, c'est effectivement, est-ce qu'il y a eu de la violence conjugale, est-ce qu'il y a de l'emprise, est-ce qu'il y a de la maltraitance dans ce couple, de la manipulation. On a eu présenté un temps à M. Berger une famille clanique avec un papa qui en 2 mois avait manipulé, on va dire, ces 2 garçons de 9 ans et 11 ans contre la mère et avait réussi à leur faire dire que leur mère était maltraitante, dangereuse, etc. Les enfants ont été entendus par la police avec la méthode NICHT et il avait été ouvert un dossier pénal. Voilà. Pour vous dire qu'il n'y a pas que chez vous que ça dysfonctionne, donc d'un côté civil, une procédure était aussi ouverte pour savoir lequel des 2 parents était le plus à même de pouvoir s'occuper de cet enfant. Pénal, civil, pas de communication. Donc on reçoit l'expertise, on évalue, on rencontre et nous on se dit non là ça va pas, cette maman elle est déprimée, elle va mal, elle est authentique, elle nous raconte une autre histoire, elle donne des détails, on est au clair sur son histoire avec ses enfants. Les 2 garçons, le père, c'est le même discours, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes. Il y a 2 épisodes de violence et tout ça fait que cette femme est soi-disant violente, inadéquate pendant 9 ans. Quand on dit au père, mais comment vous n'avez rien vu pendant 9 ans ? Ah, je travaillais beaucoup. Mais après, il va vous répondre qu'il sait exactement ce qui s'est passé à la maison et qu'il a tout vu. Donc, voilà, plein de choses comme ça, très paradoxales. Puis finalement, j'apprends qu'il y a le pénal, j'appelle la procureure et je dis, écoutez, vous savez qu'il y a une civile en cours ? Ah non, je n'étais pas au courant. Elle me dit, ah, j'ai entendu tout le monde, j'ai entendu l'école, les thérapeutes et tout. Vraiment, c'est grave ce que cette mère a fait à ses enfants. Et là, je lui dis, on a un problème, madame la procureure, parce que moi, c'est l'inverse. Je pense que c'est le père qui est en train de monter les enfants contre la mère et qu'il y a de la manipulation grave et que cette femme n'est pas dangereuse. Vous savez la réponse de la procureure ? Elle me dit, on a 2 futurs délinquants. Et je pense qu'elle a vu juste. Parce que, quoi qu'il en soit, et ça j'ai apprécié ce matin Madame Brousse quand elle disait qu'il y a des fausses allégations, des vraies allégations, quand il y a des allégations quelles qu'elles soient, vous êtes là, un enfant souffre et un enfant transmet un message. Et ce message, il faut pouvoir l'entendre, le décortiquer, ça a été très bien dit tout ce matin. Et c'est pas l'intérêt que ce soit vrai ou faux, c'est la vérité de l'enfant. Et ça, je rejoins tout à fait. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut se positionner. Parce que si cette vérité
elle est fausse dans le sens que la parole de l'enfant n'est que le reflet de la manipulation d'un parent avec l'emprise. Et là, ma foi, on rentre dans la dynamique de l'aliénation. Mais bon, ça c'est encore un champ qu'il faut développer. Ben, il y a un parent et bref, c'est catastrophique. Donc, il faut pouvoir faire ce travail, arriver à décortiquer le tout. Alors moi, je prône qu'il n'y a qu'un seul endroit où on peut le faire, qui est l'expertise, parce que c'est le seul endroit où vous avez accès à tout, que ce soit pénal, civil, social, médical, école. Et puis, contrairement à ce que vous disiez ce matin, moi, je ne travaille pas si je n'ai pas accès au dossier. Ce n'est pas plus compliqué, donc je refuse. Et c'est que comme ça qu'on y arrive. Et puis si les juges me posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je dis je ne peux pas répondre, c'est tout. Mais je ne vais pas entrer dans ce truc fou où on nous demande de faire des choses où, finalement où on n'a pas les moyens. Donc c'est à nous aussi de savoir ce qu'on veut, pourquoi et de le défendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des foyers qui refusent, qui disent « Oh, on n'est pas levé du secret de fonction ». Je dis « Mais ça ne va pas ». Donc j'écris au juge, je dis que ça ne va pas, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Et alors le juge dit très bien, je vais l'appeler à témoigner. Oh miracle, il est levé de son secret de fonction. Mais bon, c'est du boulot, c'est du travail, c'est du réseau. Moi maintenant j'ai rencontré tous ces foyers, j'ai discuté avec eux, j'ai explicité mon travail, on s'est mis d'accord. Pourquoi ils ne veulent pas nous parler ? Chez nous, en tout cas, la raison pour laquelle ils ne veulent pas nous parler, c'est qu'ils ont fait de mauvaises expériences avec des experts, on va dire, de l'époque qui n'étaient pas bons. Et le problème, c'est que les experts ont eu tendance à utiliser la parole de l'éducateur comme la parole, on va dire, de la défense d'un enfant, mais qui était sur le versant émotionnel. C'est-à-dire que dans une expertise, si vous mettez ce que l'éducateur vous dit sur le plan émotionnel, « Ah, cette maman, j'en peux plus, j'en ai marre, elle m'appelle 3 fois par jour, elle me laisse pas travailler, et puis cet enfant, il est pris là-dedans, il se perd, mais quelle brute !» Puis que vous mettez ça dans votre expertise. Moi, je comprends que l'éducateur ne veut plus vous parler, qu'il n'a plus confiance dans l'expert, et puis qu'il se dit, mais alors, je me tais, quoi, parce que si c'est ça, je ne peux plus travailler sur le terrain, je perds mon alliance avec le parent, et c'est tout cassé. Ce n'est pas ça le rôle de l'expert. Ce n'est pas de dénoncer ce que nous racontent nos collègues, c'est d'objectiver des faits réels, on va dire ça comme ça, dans une expertise qui vont vous être utiles pour ensuite étayer votre discussion. Donc, l'état d'âme, les émotions et ce que ressent le collaborateur, vous devez l'avoir. Parce que ça va vous guider, vous, dans votre manière de penser, de réfléchir et de développer le fonctionnement psychologique d'un parent ou d'un enfant. Mais ça ne doit pas être écrit noir sur blanc dans une expertise parce que vous ne protégez pas, à ce moment-là, le lien qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est une faute, à mon avis, si on fait ça. Donc, ce que j'ai réussi à négocier, c'est que maintenant, il y a une sorte de PV, ce qu'on écrit dans l'expertise est renvoyé à la personne qui me l'a donné, elle valide, et comme ça, il n'y a plus de soucis, on est d'accord sur ce qui est dit, et ça marche très bien. Il m'a fallu 5 ans. Donc voilà, après, je pense que le temps passe trop vite, donc je vais aller vite, mais il y a un point que je vais encore dire important, qui est l'observation de la relation parent-enfant. Donc, M. Berger a dit qu'il pouvait laisser un enfant pleurer 10 minutes. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai découvert en faisant ce métier, c'est qu'au début, effectivement, j'étais très thérapeute, donc on regardait l'enfant et son parent, puis on s'invitait régulièrement dans le jeu. On disait « Ah, mais on intervenait avec un petit animal », et puis voilà. Puis après, quand je devais écrire, j'ai « Ah ouais, mais en fait, j'écris quoi ? J'écris ce que moi j'ai fait, ou bien comment le parent et l'enfant ont été capables de monter, d'être ensemble, etc. » Donc, quand j'ai compris ça et que je me mettais à mal, en fait, dans ma capacité à décrire la relation parent-enfant, j'ai dit très bien, alors maintenant on fait autrement. On leur dit, on vous observe. Alors, on est toujours 2 dans ces entretiens, donc c'est vraiment de l'observation assidue avec l'expert et le co-expert. Et on leur dit, ben voilà, là vous avez... Alors, je parle des enfants en âge de jouer jusqu'à 12 ans. À partir de l'adolescence, on va dire qu'on change un petit peu la manière de faire. Mais on les laisse jouer, j'ai une table, comme vous avez tous probablement les pédopsies, avec une petite maison, des barrières, des animaux, des crayons, du papier, des voitures, des plots, enfin voilà. On propose des fois même aux parents d'amener eux-mêmes des jouets, surtout quand ils ont peut-être 10, 11, 12 ans, pour aussi... Alors j'ai eu un Monopoly, une fois j'ai dit « Oula, le Monopoly, mais qu'est-ce que je vais pouvoir observer ?» Eh bien, détrompez-vous, en fait, ça suffit. On observe tout à fait comment ça peut se passer, comment le parent et l'enfant sont capables de laisser la place à l'autre, est-ce qu'il est capable de jouer ou pas, enfin, etc. Et en général, c'est minimum 20 à 30 minutes d'observation libre, sans intervention de notre part, pour pouvoir vraiment être capable d'objectiver quelque chose et de se rendre compte de ce qui se passe dans cette relation. Et ensuite, on va commencer à discuter de comment ça se passe, de ce qu'ils font à la maison. Enfin voilà, on pose des questions sur le quotidien.
Donc ces moments-là sont les moments les importants parce qu'il n'y a que votre objectivité à vous et votre observation à vous, malgré tout, qui pourra être suffisamment crédible et forte aux yeux d'un juge quand vous êtes dans des situations de maltraitance. Et c'est vrai que parfois, il est arrivé qu'on doit faire des entretiens très difficiles avec un enfant qui ne veut plus voir son parent. Mais je ne parle pas que d'aliénation parentale, il y en a d'autres. Alors, il y a eu rarement où on a renoncé à cet entretien, mais la majorité du temps, on les fait. Et alors, avec tout ce que ça représente comme précaution, il faut 2 salles d'attente, il ne faut pas qu'ils se croisent, il faut faire les battements. Enfin, ça ne s'improvise pas, hein. Mais c'est fondamental que vous puissiez l'objectiver. Et alors évidemment que quand le parent est dangereux, maltraitant et violent, etc., je dirais pas qu'il faut pas le faire, mais on l'a eu fait parce qu'une fois c'était absolument nécessaire, parce que la juge, tenez-vous bien, donc ce papa est antisocial, à l'âge de 1 an de l'enfant a défiguré sa propre mère, il a été reconnu coupable par le pénal, à l'âge de 2 ans il a défiguré la femme, enfin la mère de l'enfant, il a été reconnu coupable. Donc, il a été suspendu de droit de visite. À l'âge de 8 ans de l'enfant, il redemande un droit de visite. Ah bah oui, pourquoi pas, mettons-lui un droit de visite pour une rencontre. 1 année plus tard, droit de visite usuel. Elle passe 24 heures avec son père. Et là, elle ressort de là traumatisée, la petite. Elle raconte à sa mère. Et ce droit de visite se suspend. À l'audience, 3 mois plus tard, la juge reçoit tout ce petit monde et dit bon, ben, on va faire une expertise pour voir si c'est dans l'intérêt de l'enfant ou pas que ce père puisse voir sa fille. Et ce père refusait de venir en consultation d'expertise et puis la mère aussi. Et la juge me dit ah ouais, mais ce papa quand même, il est bien, il parle bien. Et moi, je me demande quand même si ce papa, il ne devrait pas s'occuper plus de sa fille. Alors c'est bien parce que vous réagissez. C'est terrible. J'ai dit ça à ma collègue expert, moi j'étais co-experte, mais elle m'a dit non mais Marina, elle a lu le dossier, elle se souvient qui est cet homme, elle sait ce qu'elle dit. Et ben voilà, aujourd'hui, et ça c'était il y a 2 ans, hein, les juges ont encore cette représentation dans le bureau, on le sait, hein, les maltraitants, violents passent bien, parlent bien, pas tous, hein, mais quand même. Et puis la mère, je vous le donne dans le mille, elle était quoi la mère? Borderline. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un bureau d'un juge? Elle devient folle. Elle s'excite, elle s'énerve, elle fait des gestes dans tous les sens, elle dit mais non, mais quand même. Résultat, la juge, elle se dit mais il faut enlever la garde à cette mère, elle n'est pas capable, elle ne peut pas s'en occuper. Eh ben, puis la retordre, hein. Voilà, heureusement ma collègue expert était jeune médecin, pourtant c'était sa première expertise. Bon, je l'ai beaucoup, enfin on fait des intervisions, enfin bref, on fait beaucoup de supervision, on a des formations. Elle a tenu le choc, on a vu tout ça et on a conclu que la mère devait garder la garde, que le père c'était pas possible, en tout cas même pas en point rencontre, tellement l'enfant était traumatisé. Et là j'ai fait l'entretien avec le papa et cette fille, 5 minutes. 5 minutes. Pas possible autrement. Je veux dire, ce monsieur est tellement froid, pas compétent. La gamine, elle était mais dans un état de traumatisme en fait, que j'ai dit d'accord, c'est bon, j'ai vu, j'ai pas besoin de voir plus. Donc on a fait partir le monsieur, on a débriefé la jeune fille. Et parce qu'on n'est pas thérapeute, donc il faut faire attention, hein. On n'est pas thérapeute, donc on ne peut pas préparer vraiment ces entretiens et on ne peut pas non plus faire tout ça. Moi, j'ai beaucoup parlé, je n'ai pas du tout fini ma présentation. Je ne sais pas, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ça, vous savez, ça, vous savez. L'entretien de restitution, juste. J'ai le droit? L'entretien de restitution, c'est un entretien à la fin de l'expertise ou avant de rendre normalement notre expertise qui devrait se dérouler. Dans le sens que c'est à ce moment-là qu'on va voir si oui ou non le parent est mobilisable. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y ait ce qu'on appellerait une récupérabilité? Ce mot est assez horrible, mais il me vient de Stefano Cirillo, si vous ne le connaissez pas, qui est un psychologue italien qui a travaillé à la Maria Salvadini en Italie, à Milan, et qui a écrit sur justement la récupérabilité du parent. En fait, cet entretien, on va rencontrer chaque parent séparément, on va lui demander déjà ce que lui a vécu de cette expertise et s'il peut nous donner déjà une idée de son fonctionnement, de comment nous, on a pu le percevoir pendant le travail de l'expertise. Bon, déjà, quand il comprend cette phrase, on sait qu'il a un niveau de compétence suffisant parce qu'elle est compliquée. Mais bon, en général, ils ont beaucoup de peine, évidemment, à se décrire et à dire en quoi ils ne sont pas bons. Alors, on leur donne notre avis et on leur explique un petit peu quels troubles ils ont, s'ils en ont un, évidemment, et puis comment ça s'articule.
Ensuite, on va discuter avec lui de son enfant, évidemment, et de qu'est-ce qu'il pense qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que cet enfant aille mieux et quelles seraient les modalités à envisager. On lui demande d'abord son avis à lui. Alors vous allez me dire pourquoi je le fais à la fin. C'est une bonne question. Je sais qu'il y en a qui le font au début. Moi, je le fais à la fin. Non, mais dans tout le processus de l'expertise, cet élément est amené en fait par les gens. Mais à la fin, je lui demande maintenant, on en est là, vous avez vécu tout ça, qu'est-ce que vous nous dites? Et après, on donne notre avis, et là, on regarde s'il y a possibilité ou pas d'assouplir leur point de vue, est-ce qu'ils sont d'accord. Alors, il y a des entretiens de restitution magnifiques où la personne commence à prendre conscience et se dit, oui, effectivement, vous avez raison, on devrait maintenant plutôt travailler là-dessus et là-dessus. Les narcissiques et paranoïaques, les paranoïaques, c'est vrai, la dernière fois, on en a parlé. Aujourd'hui, je pense que je ne ferai plus de restitution aux paranoïaques. Mais les paranoïaques graves, pas les mixtes parano-narcissiques et tout cela, ça va. Mais le vrai paranoïaque, c'est un réel danger, mais un danger pour l'enfant, évidemment, parce que tout dépend ce que vous lui dites, ça devient très, très, très anxiogène pour cette personne et elle peut décompenser sa paranoïa, donc il faut vraiment faire attention. Je vous donne juste un chiffre, on a, sur 100 expertises, on a quand même 25 cas d'aliénation parentale. Sur ces 25 cas d'aliénation parentale, il y a 70% de mères, 30% de pères, et sur les parents aliénants, il y a 80% de troubles de la personnalité et 60% de parano. Donc les paranos, ils sont là. Et c'est eux qui, malheureusement, font beaucoup de tort à ces enfants. Moi, j'ai un tout petit pourcentage, c'est même pas, je pense, moins d'1% de tous les cas des divorces. Donc le chiffre paraît grand, mais il faut après le remettre à son échelle, qui est en fait tout petit. Donc voilà, c'est des entretiens qui sont clés et importants. Et je vais aller droit à... Exact. Donc, on a ce titre depuis 2014 et j'encourage tous les autres pays de le faire parce qu'on doit être mieux reconnus, être mieux solidaires les uns avec les autres et c'est un métier à risque, ça je vous le dis. Aujourd'hui, je suis un peu en danger dans mon métier et ça fait 3 mois que j'ai des soucis, mais voilà, je ne vais pas lâcher prise et pour les enfants, je vais continuer, mais c'est pas facile. L'expert est à l'interface entre la psychiatrie et la justice et il est un auxiliaire de justice, il ne faut pas que vous oubliez ça. Il doit être à l'écoute, humain, avoir des connaissances en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, mais également en droit et bien connaître le réseau, ça j'ai pas beaucoup insisté. L'entretien de restitution est fondamental et l'expertise sera utile si nos recommandations sont réalistes, pour reprendre aussi ce qui a été dit, explicitées et bien sûr centrées sur l'intérêt de l'enfant. Merci.